Radio Bastille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Radio Bastille. Merci à tous déjà d'avoir été si nombreux à écouter la première émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveaux invités. Donc tout d'abord, nous avons Lucie. Salut Lucie. Bonjour tout le monde. Qui nous a concocté un petit micro-trottoir. Donc certains d'entre vous le savent puisqu'ils ont eu le plaisir d'être enregistrés au détour de la salle détente. Donc elle va nous faire partager vos meilleures anecdotes quand vous étiez petit. Voilà, je ne vous donne pas plus d'indices, vous découvrirez tout ça avec elle. Nous avons Mathieu aussi, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous en tant que responsable jeu de Cultive ta pastille. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Et donc il va nous proposer une petite animation de fin d'émission. Voilà, comme la dernière émission, on avait fait un petit concours d'anecdotes, et cette fois-ci, ce sera un petit blind test concocté par Mathieu avec des petites subtilités. Vous découvrirez tout ça en fin d'émission. En invité spécial, pour succéder à Monsieur Girol qui nous a fait le plaisir de venir la dernière émission, c'était pas du tout la semaine dernière d'ailleurs, nous recevons aujourd'hui Madame Jadzewski. Bonjour Madame. Bonjour à tous. Merci beaucoup de venir dans cette émission et donc on fera le même principe que pour la dernière fois, un petit entretien exclusif. D'accord. Pour parler un petit peu de votre parcours, de vos formations, voilà. Donc on va commencer cette petite émission par un petit point actualité. Vous le savez, on est au mois de novembre. Après Octobre Rose, on va parler un petit peu du Movember. Vous avez pu voir à l'école, les plus belles moustaches commencent à faire leur apparition. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce Movember ? Après tout, on peut se poser la question, d'où ça vient ? Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est pour sensibiliser au cancer masculin, mais pas que. En fait, c'est aussi pour sensibiliser au niveau de la santé mentale, notamment la prévention du suicide. Et donc en fait, c'est une fondation, le Movember Foundation Charity, désolée pour l'anglais, qui a lancé ce mouvement en fait. Et le but, c'est d'inviter tous les hommes à se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre, afin de sensibiliser la population et de lever des fonds pour la recherche et lutter contre les cancers de la prostate, des testicules et aussi les problèmes de santé mentale. Donc il y a, comme pour Octobre Rose en fait, il y a plusieurs événements qui se déroulent tout au long du mois de novembre. Vous avez pu voir des campagnes, notamment du BDE, ils font aussi, comme pour Octobre Rose, ils organisent des choses, avec la vente de pins par exemple. Donc voilà. Mais le mois de novembre, c'est aussi le mois sans tabac. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, même si le mois a déjà commencé. Donc pour ça, vous pouvez vous inscrire en ligne, vous tapez mois sans tabac sur votre navigateur, et en fait, vous avez accès à différentes offres. On vous propose un rendez-vous avec un professionnel, un rendez-vous gratuit qui va vous permettre de faire un petit bilan, d'établir un petit peu ce que vous voulez, comment arrêter de fumer. Et de ça, vous avez un planning avec des étapes pour vous permettre d'arrêter de manière durable. Vous avez aussi du soutien tout au long de votre démarche dans l'arrêt du tabac. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est toujours important. Voilà, après ce petit point actu, on va passer au micro-trottoir donc, de Lucie. Lucie, je te laisse nous expliquer un petit peu ce que tu as fait. C'est le micro-trottoir. Allez, c'est parti pour le micro-trottoir. Donc pour commencer, j'aimerais d'abord remercier tous les participants qui se sont prêtés au jeu. Donc à savoir pour la plupart des étudiants que j'ai poursuivi à travers les couloirs dans les salles de TD et dans la salle de repos durant la semaine dernière, en quête d'anecdotes qui, je vous l'assure, en valaient la chandelle. Donc j'ai posé une question qui est très simple à l'ensemble des camarades que j'ai pu rencontrer. Donc la question, c'est la suivante. Est-ce que dans votre enfance, vous avez eu des croyances un petit peu rigolotes ou originales qui vous paraissent complètement absurdes aujourd'hui et que vous vous rendez compte que ça ne veut rien dire du tout ? Du coup, pour introduire un petit peu tout ça, je vais commencer par vous poser la question à ceux qui sont présents ici. Donc toi, Clarisse, est-ce que tu avais des croyances quand tu étais petite ? Oui, c'est pas vraiment... Enfin, on a dû me le faire croire pour que j'ai cette croyance-là, mais moi, je pensais que quand on allait à la piscine, que si jamais on faisait pipi dans la piscine, l'eau, elle se colorait d'une couleur vraiment où on voyait que ça et où tout le monde savait que du coup, quelqu'un avait fait pipi dans la piscine et tout le monde savait où était la personne qui avait fait pipi dans la piscine. Ah ça, il y a beaucoup de monde qui l'a cru. Je sais pas si vous, c'était votre cas, mais c'était mon cas aussi. Et toi, Mathieu ? Moi, c'est un petit peu dans la même thématique, mais dans un univers un peu plus grand. Je pensais que quand on était dans la mer, quand il y avait des courants chauds,
avec mes sœurs, on était un peu dégoûtés parce qu'on pensait que c'était quelqu'un avant nous qui avait fait pipi. Et donc du coup, on était assez, on essayait de fuir les courants chauds dans la mer. Pas mal, pas mal. Et vous, Madame Jadzewski, est-ce que vous aviez une petite croyance ? Alors, j'ai pas de croyance sur les liquides. J'ai beau chercher, je suis beaucoup plus vieille que vous, donc j'ai dû en avoir. Mais alors là, comme ça, j'ai pas de croyances qui me viennent. Mais si jamais ça me vient, je participerai avec plaisir à ces croyances. En tout cas, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien qui nous a fait part de ses croyances quand il était petit. Je vous laisse l'écouter. Alors quand j'étais petit, j'étais persuadé que les bébés s'achetaient dans des magasins et que le papa et la maman allaient choisir le plus beau des bébés dans les magasins et qui revenaient avec. Voilà. Vous avez tous reconnu, je suppose, la voix de notre cher Monsieur Girold. Autre chose qu'on peut acheter pour de vrai dans les magasins qui a vraiment suscité des interrogations, notamment chez Colin et Jade. Je vous laisse écouter. Quand j'étais petite, je pensais que c'était un peu comme dans Toy Story. Je pensais que mes peluches et mes jouets, ils prenaient vie quand on n'était pas là. Dans la même thématique, on a Colin. Quand j'étais petit, j'ai demandé à ma mère de m'acheter tous les jouets de Toy Story et je croyais que ça allait faire comme dans le film, qu'ils allaient tous vivre, quoi. Voilà. C'est mignon comme anecdote. Oui. Mais ça, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a cru que c'était un peu comme dans Toy Story, que les jouets se réveillaient la nuit ou autre. Mais moi, j'ai jamais vu Toy Story, donc en fait, j'ai jamais pensé ça. Je suis la grave, seule à ouais. jamais avoir vu Toy Story ou... C'est grave, Je n'ai pas vu Toy Story. Ah, non merci. plus. Oh là là. Décidément. Bon, Toy Story a quand même traumatisé plus d'un, comme vous pouvez le constater. Mais visiblement, la bande de Woody et Buzz l'éclair ne sont pas les seuls à avoir traumatisé toute une génération. On va écouter Marion qui a une histoire à nous raconter sur Marcelino. Du coup, quand j'étais petite, je croyais que mon père, il parlait aux animaux comme dans Marcelino. Et du coup, il me faisait croire ça pendant très longtemps. Et des fois, il disait au chat « Allez, Mimi, viens là !» Et j'avais l'impression que le chat comprenait tout ce qu'il disait. Elle m'a raconté aussi une autre anecdote qui est par rapport à un personnage que tous les enfants connaissent. Donc le Père Noël, qui existe, vous le savez tous. Je croyais que le Père Noël, il voyait tout ce qu'on faisait et qu'il voyait quand je me grattais le nez. Du coup, je me mettais sous ma couette pour me gratter le nez. Voilà. Aïe, 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 sacré Marion. Je crois que beaucoup de parents ont dû donner cet argument aux enfants pour qu'ils soient sages à l'approche des fêtes. Ça, c'est sûr. Vrai. Toujours sur la thématique de la peur, on a Amélie qui nous raconte sa peur bleue des toilettes publiques. J'étais persuadée que les toilettes qui se lavent toutes seules automatiquement, elles se remplissaient entièrement d'eau et que du coup, si tu restais coincé dedans, tu pouvais mourir noyé dans les toilettes automatiques. Rassurez-vous, les anecdotes ne sont pas toutes issues de traumatismes de l'enfance. Nous en avons qui sont un peu plus légères, notamment des incompréhensions liées aux expressions. Alors moi j'avais du mal avec genre les expressions, par exemple fête des gosses. Genre mes parents ils me disaient toujours ça. Et en fait j'ai compris très tard que c'était pas la fête des gosses, genre la soirée des gosses. C'était la fête des gosses quoi. La soirée des gosses, c'était pas mal. On a aussi Elsa qui n'avait pas du tout compris une des expressions qu'employait sa famille. Alors, quand j'étais petite, mon père et mon oncle, ils disaient tout le temps que quand il y avait quelque chose qu'ils aimaient pas, que leur religion leur interdisait. Et donc, moi, petite, j'étais persuadée qu'il y avait vraiment leur religion qui leur interdisait. Et donc, un jour, je leur ai demandé quelle était leur religion et ça a beaucoup fait rire tout le monde. Sur le thème de la religion, on a aussi la petite histoire de Lucie. Et en fait, j'avais plein d'amis qui allaient au catéchisme. Et du coup, j'avais très envie d'en faire avec eux. J'en avais parlé à mes parents. Mes parents, ils étaient « Mais pourquoi ? Enfin, je comprends pas. » Et j'étais « Mais si, vraiment, les mercredis, en plus, ça a l'air vraiment trop cool. Moi aussi, j'ai envie d'en faire, nanana. » Et un beau jour, en fait... en parlant avec ma mère, elle m'a dit « Mais Lucie, je te rends compte, tu vas être assise tout l'après-midi à écouter quelqu'un parler. Enfin, je pense pas que ce soit fait pour toi. » Et en fait, ça fait le titre dans ma tête, c'est que j'ai confondu le catéchisme et le karaté. Voilà, j'avais très envie de faire du karaté quand j'étais petite et du coup, j'ai failli me retrouver dans une salle en train
d'entendre un type en train de parler de Jésus et moi j'avais juste envie d'être en kimono blanc et de frapper les gens. Voilà. C'était assez cocasse comme anecdote. Katé et karaté. Ouais, Voilà, karaté, ça se ressemble. Pendant que Lucie avait envie de taper des gens, visiblement, on a John qui, quant à lui, était assez inquiet par le sort réservé aux acteurs dans les films. Moi, quand j'étais petit, je croyais que quand il y avait du sang dans les films, c'était du vrai sang et que les gens étaient vraiment blessés, en fait. Voilà. Bon, Et ça, puis- on l'a tous eu, je crois. Oui, je pense qu'il y a beaucoup. Moi, je croyais que les gens qui mouraient dans les films, ils mouraient pour de vrai. Genre, Heureusement pour eux que s'ils se plantaient sur la scène, il fallait retrouver un autre acteur qui lui ressemblait pour la logique du film. Enfin, je me posais beaucoup de questions. Ah ouais, t'es allé loin quand même. Ah, complètement. Et d'ailleurs, j'ai une dernière anecdote à vous faire part. Du coup, c'est la mienne. Toujours sur la thématique des films, je vous laisse écouter. Quand j'étais petite, je croyais que les acteurs ils portaient des espèces de préservatifs pour bouche pour pouvoir s'embrasser pendant les films. Parce que sinon, en fait, ils s'embrassaient pour de vrai et on pouvait pas embrasser un autre acteur pour de vrai, sinon c'était tromper son mari. La naïveté, c'est beau. J'étais très très naïve. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ces anecdotes. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être, après tout. En tout cas, c'est clair que les petits kinés ont beaucoup d'imagination. Ça, c'est sûr. Et merci beaucoup de leur avoir couru après pour récolter ces anecdotes. C'était avec plaisir. L'interview. C'est Jazou. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on reçoit donc Madame Jadzewski qui nous fait le plaisir de venir répondre à nos petites questions. Vous la connaissez tous, évidemment. L'objectif, c'est un petit peu de découvrir maintenant son parcours professionnel, l'aspect professionnel de sa vie, les formations qu'elle a pu faire, comment arriver directrice adjointe de l'IFMK. Voilà, donc on va lui poser des petites questions. Lucie et Mathieu, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez rebondir sur certaines choses. Nous serons là. Et puis, mais je n'en doute pas. Et donc on va commencer avec la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir masseur kinésithérapeute ? Vaste question. Je pense qu'on pourrait poser cette question à tout le monde. Alors moi, au départ, c'était pas tellement une vocation. Il y en a pour qui c'est une vocation, qui ont toujours voulu être kiné. Ce que je savais, c'est que je voulais travailler avec des personnes, être en contact avec les humains, et aussi d'avoir un travail manuel. Je voulais pas être derrière un bureau. Voilà. Et donc, peut-être comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, j'ai été en contact avec un kiné pour des soins personnels. Je me suis dit, c'est pas mal ça, voilà. Et voilà, et en fait, je regrette pas du tout mon choix, puisque ça correspondait bien à l'idée que je m'en étais faite, et voire même plus, puisque les opportunités ont été importantes, et j'espère qu'il y en aura encore d'autres, puisque ma vie professionnelle n'est pas terminée. Ça, c'est sûr. Heureusement. Oui, alors c'est vrai que la vocation, je suis pas sûre que beaucoup puissent nous répondre. Ça a toujours été mon rêve. Je pense que c'est très promo-dépendant et ça dépend énormément aussi des filières par lesquelles les gens sont passés. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas un secret de dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui voulaient faire un autre métier de santé avant de faire kiné. Tout à fait. On en est la preuve. Voilà, tout à fait. Après, la vocation, elle peut apparaître plus tard, au moment des études, et découvrir qu'effectivement, le métier de kiné est un métier fabuleux. Tout à fait. Il y a une petite précision, c'est que parfois, quand on cherche un métier, on cherche le métier qu'on voudrait faire et on pense pas trop à la vie qu'on voudrait avoir, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et je pense maintenant que ce qui est important, c'est de se dire, oui, le métier qu'on aimerait faire, et aussi la vie qu'on voudrait avoir à côté, et puis la vie qu'on voudrait avoir avec les différentes étapes de la vie aussi, parce que on vit pas toujours les mêmes choses tout au long de la vie, et on n'a pas les mêmes envies, et je pense que le métier de kiné, pour ça, il est pas mal, parce qu'on peut changer, on peut adapter ses horaires, on peut avoir une vie aussi de loisirs à côté. Donc voilà, peut-être, dans les orientations, c'est aussi quelle vie je veux avoir. Je pense que c'est important à poser comme question aux enfants et aux jeunes, quoi. C'est vrai que j'ai pas souvenir qu'on m'ait déjà demandé ça de cette au façon-là, lycée, où on nous a toujours demandé ce qu'on aimerait faire, les passions, les choses comme ça, mais c'est vrai que
comment on se voit vivre, c'est quand même tout aussi important. Quelle vie on veut avoir, ouais. Tout à fait. Pour rebondir sur ce sujet, avant d'être formatrice et directrice adjointe, comment vous avez exercé, quel a été votre mode d'exercice avant de revenir à l'école? Alors, juste avant de venir à l'école, j'avais un cabinet dans la région toulousaine. Donc, j'avais mon cabinet. Je travaillais en collaboration avec une de mes collègues. Enfin, c'était mon cabinet. En vrai, on était deux. Et on avait une assistante. Mais je suis passée, comme beaucoup de monde, par des remplacements, par de l'assistanat pendant longtemps, par volonté de pas se poser et de pouvoir se laisser le choix. Et puis, j'ai eu aussi une activité mixte. J'ai travaillé dans un centre où j'étais salariée le matin et puis l'après-midi, j'étais assistante. J'ai voulu diversifier parce que l'exercice professionnel en libéral n'est pas le même que l'exercice en salarié. On n'a pas les mêmes pathologies. Puis moi, je voulais travailler avec des enfants. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé aussi dans un IEM, donc un centre d'éducation motrice, avec des enfants qui avaient entre 14 et 20 ans. Voilà. Et puis après, j'ai toujours aussi été en lien avec les instituts de formation depuis que je suis sortie de l'école. C'est-à-dire que soit j'assistais aux... Alors avant, il y avait des mises en situation professionnelle pour passer le diplôme. Donc, j'étais jury des mises en situation professionnelle ou du mémoire pour rester, en fait, un petit peu à la page ou je sais pas, enfin, continuer d'avoir une curiosité par rapport à ce qui se passait au sein de la formation. D'accord. Et du coup, vous aviez une spécialité ou vous faisiez vraiment beaucoup de... Tout type de pathologie en fonction de l'endroit ou... Alors, c'était... avec les enfants, forcément, c'était plutôt de la rééducation neuromotrice. Après, j'étais spécialisée en rééducation urogynéco aussi, enfants, femmes et hommes. Puis sinon, je faisais de la rééducation classique. Je suis formée aussi à la kiné du sport, mais... Voilà, je voulais pas non plus trop me focaliser sur une spécialité pour pouvoir justement être diversifiée et pas avoir trop de personnes. Après, dans l'activité, il y a aussi là où on travaille. Est-ce qu'on est dans une ville? Parce que travailler en ville, c'est pas pareil. On n'a pas la même population que travailler à la campagne. C'est vrai que moi, ce que j'aimais bien, c'était être dans la ville, puisque... il y avait des patients avec qui on pouvait avoir des échanges autres que médicaux, en fait, plus. Donc ça, j'aimais bien. Ouais. D'accord. Et alors, du coup, comment vous en êtes venue à revenir à l'école en tant que formatrice et puis ensuite directrice adjointe? Est-ce que c'est comme Monsieur Girold ou c'est par hasard ou est-ce que... Alors, formatrice, c'est pas par hasard parce que depuis l'école, j'ai toujours été curieuse et puis j'aimais apprendre et je me disais que ça pouvait être pas mal en fait. Je me suis jamais dit que j'allais rester au même endroit ou faire le même métier toute ma vie, ça c'était sûr. Et c'est vrai que la formation était quand même là lorsque j'ai fait mes études. Et le fait d'assister aux mémoires et tout ça me plaisait aussi, et justement de rester dans le mouvement. Et donc, après avoir exercé, après avoir fait le tour un petit peu de la pratique, j'avais toujours cette idée. Et puis, à un moment, après avoir eu mes enfants, je me suis dit, il faut que tu fasses de la formation, mais il faut que tu te formes aussi à former, parce que c'est un autre travail. C'est pas le même travail que d'être kiné. Donc, j'ai passé, en travaillant, un master en sciences de l'éducation. Et puis, à la suite de ce master, j'intervenais ponctuellement dans une école, dans l'école à Toulouse. Et puis, à un moment, je me suis dit, il faut que tu fasses plus, parce que si on ne pratique pas plus souvent, on ne met pas trop à profit ce qu'on a appris, en fait. Donc, j'avais envie de plus. Et c'est là que j'ai cherché à faire plus. Il y a eu aussi le fait que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon travail au niveau de la kinésithérapie. Je commençais à m'essouffler un peu. Enfin, j'avais envie d'autres choses.
Et donc, en cherchant, alors, l'objectif, c'était pas de venir sur Vichy, c'était de rester dans la région toulousaine. Comment ça, l'objectif, Le c'est choix pas a de venir été, sur Vichy voilà, il a fallu réfléchir quand même pas mal pour changer de vie, parce que j'ai changé de vie. Et voilà, il y a eu un poste qui s'est présenté à Vichy et on s'est lancé, parce que ça a été un projet de famille, parce que j'ai emmené tout le monde avec moi dans ce projet. Et finalement, je regrette pas parce que je suis là. Mais bon, si ça n'avait pas fonctionné, je serais repartie et j'aurais fait autre chose. Et puis, directrice adjointe, alors là, pour le coup, c'était pas une ambition au départ. C'est une opportunité qui s'est présentée. Voilà, il y a les choix professionnels qu'on fait, puis il y a les opportunités. Après, voilà, ça a été assez rapide pour le coup, et c'est d'autres compétences, c'est d'autres choses, et c'est intéressant aussi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Mais vous m'offrez la transition parfaite avec ma question suivante qui est comment est-ce qu'on fait pour devenir formateur ? Si par exemple, si parmi nous il y a des étudiants qui auraient envie un jour à plus ou moins long terme de donner des cours, que ce soit à Vichy ou ailleurs en fonction des projets de chacun. Et vous nous avez parlé de votre master. Est-ce que c'est nécessaire de faire un master ? Comment ça se passe ? Alors oui, moi pour pouvoir le faire, c'était nécessaire. En tout cas, c'était pas nécessaire partout, mais ça me semblait nécessaire puisque effectivement, il faut avoir au moins les bases, la théorie pour pouvoir après appliquer. Et comme je vous disais, c'est un autre métier. C'est pas. On peut être un très bon kiné et un formateur, médiocre et vice versa. Après, la formation actuelle, elle est un peu différente puisque moi j'ai subi l'ancien cursus, donc on n'avait pas formalisé les compétences d'éducation qu'on avait, bien évidemment. Quand j'ai fait mon master, j'ai fait une validation des acquis et j'ai dû nommer en fait ces compétences d'éducation, ces compétences d'accompagnement, ces compétences de formation, ce qu'on fait avec les patients, mais il a fallu les formaliser. Et l'avantage en fait de la réforme, c'est que vous, les étudiants qui sortent, ont ces compétences et à travers la compétence 11, vous développez ces compétences. Il y a des cours aussi qui sont là pour ça, donc vous avez déjà des bases de formation, donc vous pouvez très bien le devenir. Après, je pense comme pour tout métier, faut continuer de se former pour pouvoir avancer, mais voilà, alors je pense que quelqu'un qui serait intéressé, déjà, il faut proposer quelque chose où on a de l'expertise et puis où on est à l'aise, quelque chose qui plaît, parce que, alors, c'est pas toujours le cas. Des fois, on a besoin de personnes qui dans certaines disciplines où ça manque. Et la kiné du sport, on a du monde, par exemple. Vous voyez, la pédiatrie, c'est un petit peu plus complexe, ou la neuro, c'est un petit peu plus complexe. La pédiatrie, j'aurais pas cru que ça puisse être... Je pensais que justement, il y avait beaucoup de kinés qui étaient disponible pour faire des cours. Visiblement, on se trompe. C'est plus compliqué, c'est vrai. Après, il y a des modes, il y a des modes sur les pratiques, et voilà. Et après, je pense qu'il faut continuer de se former, et puis faire des formations qui correspondent aussi aux demandes du moment. C'est intéressant. Je trouve ça chouette d'avoir l'avis d'un formateur concernant... comment on peut le devenir. Et je suis sûre qu'il y a des gens que ça intéresse dès maintenant, déjà en tant qu'étudiants qui ont ce projet professionnel. Et du coup, c'est chouette d'avoir le retour de quelqu'un qui est dans le bain, on va dire. Justement, en fait, ce que je remarque, moi, ces dernières années, c'est que la réforme des études a justement encouragé les étudiants, enfin les anciens étudiants, à être sensibles justement à la formation. Et on a plus d'étudiants qui ont envie et qui sollicitent. Et je trouve ça pas mal parce que c'est bien d'avoir aussi des jeunes professionnels qui s'investissent aussi dans la formation. Et ça permet effectivement de se poser des questions et de continuer en fait son apprentissage tout au long de la vie et de partager aussi son expérience avec les autres. Donc je trouve que c'est pas mal. Et on en a plus aussi avec la réforme. Et je pense que c'est un bon côté aussi de la réforme. C'est clair qu'il y a beaucoup d'étudiants, on l'entend dans notre entourage, des étudiants qui plus tard ont envie d'enseigner. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont aussi découvert le plaisir d'enseigner par le tutorat. Tout à fait. Pour le tutorat au sein de l'école, mais aussi le tutorat pour rentrer à l'école.
Enfin, je sais que pour ma part, ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré enseigner aux jeunes étudiants. Donc je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça a été la même chose. Il y a des valeurs communes dans les deux professions. Enfin, c'est des professions qui ont encore du sens. C'est-à-dire que le professionnel de santé, ça a du sens. Donc, on se sent utile parce qu'on va accompagner des patients dans leur prise en charge. Et puis, la formation, ça a du sens aussi parce qu'on va accompagner des jeunes professionnels dans leur apprentissage. Donc, les valeurs, elles sont communes. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que tu aies eu ce plaisir-là, puisque effectivement, l'objectif, c'est d'accompagner des personnes dans un apprentissage, que ce soit l'accompagnement au niveau de la prise en charge de rééducation ou dans l'apprentissage. Donc, il y a des valeurs communes. Donc, ça me paraît tout à fait normal, en fait, d'avoir cette appétence-là, quoi. Et alors, vous nous disiez que donc, le poste de directrice adjointe a été plus une opportunité qu'une volonté de départ. Alors, c'est quoi exactement le rôle de la directrice adjointe ? Parce qu'alors, autant le directeur, ou la directrice, attention, on en a une idée qui est peut-être fausse d'ailleurs, mais on arrive assez aisément à se l'imaginer, je pense. Autant directrice adjointe, à quoi ça correspond en fait ? Alors, je vais essayer de faire simple. En fait, mon rôle principal, et c'est pourquoi j'ai aussi accepté cette proposition, c'est plutôt sur on va dire l'aspect pédagogique. C'est-à-dire que mon rôle en accompagnant le directeur, c'est de gérer, d'organiser, de planifier, de coordonner tout l'aspect pédagogique qui est attenant à l'école, tout ce qui est la pédagogie. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime, c'est être avec les étudiants et réfléchir à ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc ça, c'était on va dire, c'est l'objectif principal et justement d'aider le directeur dans cette fonction de la pédagogie. Donc dans tout ça, il y a planifier une année et organiser une année, donc et voir la pertinence de l'année. Ça veut dire aussi lire les textes et puis connaître les textes et mettre à jour les textes. Donc ça veut dire pendant le Covid, il a fallu faire des plans pédagogiques et puis imaginer. Alors tout ça, c'est un travail aussi avec l'équipe, mais ça demande d'avoir une vision assez globale de l'ensemble de la formation pour pouvoir accompagner. Ça veut dire connaître le cursus, connaître la formation, connaître la pédagogie, accompagner aussi les formateurs en leur proposant des outils pour les aider à faire leurs cours, accompagner les responsables pédagogiques et puis voir si c'est pertinent, faire des réunions, gérer des réunions et puis faire de la médiation dans toutes les propositions. Et puis c'est aussi être présente quand le directeur n'est pas là, donc ça veut dire que j'ai ce rôle de représenter aussi l'école si jamais Monsieur Girold n'est pas là. Alors on va dire que lui il a plus tout l'aspect on va dire financier et gestion comptable, stratégique par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop voulu faire. Voilà, si on veut schématiser un petit peu le rôle que j'ai. D'accord, ça nous donne une petite idée de comment ça se passe derrière les portes de l'administration. Oui, c'est sûr que le rôle de la directrice adjointe, c'est vraiment quelque chose qui est pas clair du tout pour nous. Enfin, je pense même il y en a beaucoup qui seraient pas capables de dire que c'est vous. Enfin, je pense que il y en a beaucoup qui savent pas en fait à quoi ça correspond, pourquoi ce rôle existe. D'accord. Donc ça nous permet. Après, ça vient peut-être aussi de nous. C'est peut-être qu'on communique peut-être pas assez sur le rôle qu'on a, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus parce que c'est vrai que de clarifier qui fait quoi et en plus moi là je suis sur plusieurs aussi sur plusieurs casquettes, donc effectivement c'est vrai que c'est pas toujours évident de voir à quel rôle je suis reliée. Oui, c'est vrai, quand il y a plusieurs casquettes, en général on en retient une.
quand on est passé par la K2, on a retenu RP et après on se pose moins de questions, je pense. Et alors, aujourd'hui, je pense ne pas me tromper en disant que vous êtes à 100% à l'école. Pourquoi est-ce que c'est un choix de plus du tout exercer Est-ce que c'est comme vous disiez, vous avez fait le tour? Est-ce que vous, parfois, vous regrettez aussi de plus du tout exercer? Est-ce que c'est une partie du métier qui peut vous manquer ou pas du tout? Alors, c'est un choix sans lettres. C'est vrai que quand j'ai voulu faire de la formation, l'idée, c'était de continuer de faire du mi-temps en libéral et puis de faire de la formation. Bon, quand j'ai déménagé, j'ai vendu mon cabinet, donc je ne me voyais pas me réinstaller. Voilà, et puis il fallait quelque chose de pérenne. On ne quitte pas un établissement et on ne change pas complètement de vie c'était pas possible d'avoir un travail partiel avec une famille. Donc voilà. Donc en fait, quand je suis venue ici, parce que j'étais à temps plein, je pouvais déménager et envisager les choses de manière pérenne avec un poste à temps plein. Donc voilà, ça a été un choix, oui. Mais si j'avais pu avoir le choix du roi, j'aurais continué de travailler. Est-ce que parfois j'aimerais, oui, comme tout le monde, hein, c'est vrai que les patients peuvent manquer. Après, il faut savoir pourquoi on est là. C'est un autre métier, comme je vous le disais. Et puis, rien n'est jamais fini. Si un jour j'ai envie de revoir des patients, je sais que c'est possible. Donc voilà, mais je suis suffisamment occupée actuellement pour ne pas m'ennuyer. Mais voilà, c'est un choix par défaut. En fait. D'accord. Ouais. Et alors, il reste à peu près 2 questions. Les 2 dernières questions sont des questions pièges. Ouais. Avec le recul que vous pouvez avoir aujourd'hui sur la totalité de votre parcours, si vous pouviez ou deviez y changer quelque chose, est-ce que vous changeriez quelque chose? Et si oui, ce serait quoi? Non, je pense que, je suis pas trop quelqu'un qui regarde en arrière. Je pense qu'il faut avancer et puis les choses on les fait avec ce qui nous mène et surtout avec les opportunités, les gens qu'on rencontre, la vie non, je changerai rien. C'est un parcours comme ça et surtout il n'est pas fini. Je n'interdis rien. Voilà, c'est que après c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué de changer de parcours quand on a un certain âge. Voilà, mais je pense qu'il faut se l'autoriser. Il faut toujours surtout ne pas s'ennuyer dans son travail quand c'est possible. Après, on n'a pas tous la chance d'avoir un travail comme on a où tout est possible. Et surtout, on a plein de possibilités tout au long de sa vie. De travailler à temps plein, de travailler à temps partiel, de travailler avec des enfants, de travailler avec des personnes âgées, de travailler avec des sportifs, de faire du salariat, de faire du libéral, de même faire peut-être autre chose en plus de la kiné. Tout est possible et donc je pense que ça, il faut en profiter tant que c'est encore possible et qu'on a du travail. Et alors la dernière question pour les futurs formateurs qui postuleront dans cette école incessamment sous peu. Pour vous, qu'est-ce que vous pourriez donner comme principale qualité pour être un bon formateur? Un bon formateur, pour moi, c'est quelqu'un qui a des capacités d'accompagnement, qui sait accueillir, qui sait écouter, qui sait évaluer, qui sait réguler et surtout, alors c'est un peu le piège quand on est formateur parce que quand on arrive, on est assez impressionné, on a des jeunes en face de soi. Et surtout, il faut rendre le change. Et puis, les premières impressions, faut pas se rater, en fait. Hein, donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis, les étudiants sont aussi parfois les premiers. On est jugés. Donc, il faut rester soi-même, je pense. Mais il faut se dire qu'on n'est pas là pour montrer tout ce qu'on sait, mais pour accompagner les personnes. On va dire individuellement et surtout accompagner ceux qui en ont besoin et savoir repérer aussi ceux qui peuvent aider les autres et voilà, et on n'est pas là pour faire tout à la place et je pense qu'un bon formateur c'est quelqu'un qui sait accompagner quelqu'un pour potentialiser ses compétences. Ouais. Super, et ce sera le mot de la fin de cet entretien. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. C'était vraiment un échange, en tout cas personnellement, j'ai trouvé intéressant et constructif. Donc, j'espère qu'il plaira à tous ceux qui nous écouteront de la même manière.
Et puis, eh bien, on verra à la prochaine émission lequel de vos collègues qui sera à la place. C'est ça, voudra se prêter au jeu. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. C'est l'heure de jouer par Mathieu. Bon, et bien maintenant on va passer donc au petit jeu de la fin qui est réalisé en collaboration avec le pôle jeu Cultive ta pastille. S'il vous plaît, Mathieu nous fait le plaisir de se déplacer pour nous faire le petit jeu de clôture de fin d'émission. Donc si j'ai bien tout compris, c'est un blind test un peu amélioré, c'est ça ? Exactement. Donc ça s'appelle un multi-blind test. Donc petite dédicace à un bon moment auquel j'empruntais l'idée. Donc c'est comme un blind test, mais je vais vous diffuser 4 titres en même temps. Donc quand vous pensez en avoir reconnu un au milieu de cette cacophonie, vous ferez votre plus beau bruit de buzzer et je stopperai la musique et vous pourrez m'en dire un. Petite dernière règle, quand il ne reste plus que 2 titres, il faut pouvoir donner les 2 titres en même temps, sinon ça serait trop simple, ça deviendrait un blind test normal. Et oui, sinon le dernier est tout seul. Ok. Est-ce qu'on peut commencer déjà par un petit tour des buzzers, Lucie ? Alors moi ce sera... Parfait. Le mien ce sera... Ok, madame. Bip. Bip. Classiquement, sobrement bip. Bah oui. Très bien. Allez, c'est parti pour la première manche. L'annonce des canards. Exactement. Vous êtes trop forte, madame. Je comprends rien ce qui se passe là. Ah, j'arrive pas à couper. Ok, c'est reparti. Pardon, je l'ai piqué son Vous avez piqué le... Ed Sheeran, Shape of You. Oui, exactement. Bien joué. Ok, il en reste plus que 2. Donc là, faut dire les deux. Faut dire les 2 en même temps. Alors, il y a Jean-Jacques Goldman, Quand la musique est bonne. Et l'autre, c'est Feeling Good de Nina Simone. Exactement. Bien joué. Oh. Bravo. Et c'est parti pour la deuxième manche. Attention les oreilles. Mince, comment elle s'appelle, Nicolason c'est Manu Chao qui chante Oui, ça. exactement. Et la chanson, c'est... J'accorde le demi-point. Je l'ai plus. Pardon, je l'ai pas. Demi-point, donc je le mets 2 fois moins fort. Allez, c'est parti. Oui, ici. Il y a Vianney, Je m'en vais. Exactement, bien joué. Plus que 2 et demi. Mais Gustas tout le titre. Exactement, je donne tout le point cette fois. Il n'en reste plus que 2, attention. C'est Lucie la première. T'as les deux ? C'est Zombie de The Cranberries. Exactement. Et l'autre, c'est Georges Brassens et c'est Les copains d'abord. Exactement, bien joué. T'es la pro du finisher de Blind Test. Et c'est parti pour la dernière manche. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Il y a Coldplay. Oui. C'est I want something just like this. Exactement. Là, c'était particulièrement dur. Là. Non, mais Coldplay, c'est sûr. Ah, je peux vous. Clarisse. Il y a Chaka Ponk. Ouais. My name is Stay. Bien joué. Et plus que les 2 derniers, 2 registres très différents. Les serviettes. Les sardines. Ah oui. Les sardines. Ok, Lucie qui finit. Il y a les sardines et l'autre, Ouais. c'est un Disney, La Terre entière en parfaite harmonie. Exactement. C'est le roi lion. Le roi L'amour brille sous les étoiles. Ok, un demi-point chacune. J'ai aucun parce mérite que- si elle l'avait pas dit le début, j'aurais pas trouvé. Bien joué, bien joué, bien joué. Eh bien, sur les comptes de Lucie, je crois que c'est une victoire C'est écrasante étonnamment elle qui de gagne. Lucie. Il y avait Coldplay, ça m'a beaucoup aidé. Voilà.
Bravo. Donc, grande fan de Coldplay, j'aime Donc là, beaucoup. vous voyez ma discographie, hein. La danse des canards et les sardines. C'est- Chacun Voilà. ses références. Bah à voilà, ses c'est goûts. fait. Votre secret est révélé, madame. Tout le monde va savoir que vous êtes fan de la danse des canards. Des canards. Des canards. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup Mathieu de nous avoir préparé ce petit jeu. Et puis bah merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Et puis eh bien à très vite pour une nouvelle émission avec un nouvel invité surprise. À bientôt. Salut. Merci pour Merci, l'invitation. Fabrice. Bisous les petites pastilles.